Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes professeur de criminologie, auteur d'un dictionnaire amoureux illustré du crime. Pardon, on en dira un mot tout à l'heure. Vous revenez des États-Unis, vous y étiez pendant toute la séquence électorale. Alors, vu de France, on ne s'attendait pas à une victoire aussi nette de Donald Trump, il faut bien le dire, à l'issue d'une campagne électorale dont on a énormément parlé, une campagne extrêmement haletante. Vous qui étiez aux États-Unis ces dernières semaines, comment cela a-t-il été vécu ? Alors j'étais en Californie, donc j'étais avec 3/4 de démocrates traumatisés et 1/4 de républicains surexcités. Bon. Mais eux-mêmes étant très surpris, les journalistes américains n'ont pas été surpris de la victoire possible de Donald Trump. Ils la voyaient venir depuis des semaines et d'ailleurs ça avait beaucoup agité et inquiété le camp démocrate. Mais l'ampleur de la victoire, vous avez raison, n'avait été anticipée par personne, y compris une très grande partie des républicains. Victoire qui s'est structurée, y compris dans une forte progression dans des bastions démocrates et pas simplement par une surmobilisation dans des bastions républicains. Kamala Harris a perdu des voix par rapport à Joe Biden et Donald Trump a gagné des voix dans des bastions démocrates. C'est-à-dire qu'il a fait mieux que l'épisode précédent. Notamment dans les milieux économiques, dans les minorités, les hommes et y compris des bastions démocrates. Je crois qu'il fait 10 points de plus en Californie, par exemple. Alors, il ne gagne toujours pas la majorité en Californie, mais on sent bien qu'au-delà d'avoir fait basculer tous les swing states et dans des proportions relativement importantes, de regagner la Géorgie, par exemple, etc., il a gagné dans des populations inattendues et inédites. Et même quand les démocrates ont beaucoup gagné, notamment sur les référendums sur le droit des femmes à choisir, ils en ont gagné 7 sur 10, 8 en fait avec la Floride, puisqu'ils font 58% des voix, il faut 60% des voix pour changer la Constitution. Mais c'était une très nette victoire pour le droit des femmes, qui d'ailleurs pose un problème au gouverneur républicain de la Floride. Ce sont des États où ils ont fait moins bien que Joe Biden et beaucoup moins bien que Barack Obama, par exemple. Donc on sent bien qu'il y a un petit sujet. La victoire était possible, elle était même probable. L'ampleur a été largement sous-estimée par tout le monde. Alors justement, déjà en 2016, tous les médias, les instituts de sondage avaient été extrêmement surpris par cette victoire de Donald Trump. Comment expliquez-vous qu'il ait réussi son coup une seconde fois ? D'abord parce qu'il a compris ce qui avait été à la fois les ferments de sa victoire et les éléments de sa défaite. Il a beaucoup appris. Il a compris, j'ai écrit un papier sur Donald Trump, l'exorciste. Comment on mobilisait les fondements de toutes les peurs, de tous les drames, de tous les changements de la société américaine et comment on en faisait en répondant à des questions extrêmement précises sur des sujets où les démocrates ne voulaient pas répondre. Mais il l'avait déjà fait dans des épisodes précédents. C'est le principe du populisme. Non, c'est le principe d'écouter le peuple. Le populisme, c'est une structuration plus particulière, d'ailleurs, qui est quasiment un gros mot ou une insulte vue par les Français. Lui, il est populaire, mais il fait aussi le populiste. Mais il a compris les aspirations. C'est-à-dire quand les gens vous posent un problème qui s'appelle emploi, sécurité, immigration, transformation, etc., et que vous répondez wokisme, transgenre et droit des minorités, même les minorités, c'est pas ce qu'elles veulent entendre. Elles comprennent bien ce que ça veut dire droit des minorités. Mais leur problème aujourd'hui, c'est que la bourgeoisie, la blackjoisie, la latino-joisie, elle a un problème qui est de s'affirmer dans un espace de réussite, d'intégration et de stabilisation, pas de se demander comment ils vont gérer la prochaine vague migratoire si elle n'est pas gérée, justement. Alors, l'immigration, c'est le moteur économique des États-Unis, son moteur démographique, d'ailleurs. C'est un sujet, parce que quand vous parlez, y compris aux hommes d'affaires et aux industriels, y compris qui votent Trump, eux-mêmes vous expliquent dans la campagne. Faut quand même pas rigoler trop avec l'expulsion trop brutale de la force de travail. Mais quand on ne répond pas du tout à la question et qu'on sort juste des vedettes du showbiz, on refait la campagne d'Hillary Clinton avec le même résultat. Vous avez raison de le souligner. La campagne de Kamala Harris et la campagne d'Hillary Clinton se ressemblent terriblement sur la fin. Elles se structurent pour la défaite. Est-ce que ces résultats ne sont pas tant la défaite de Kamala Harris que la victoire de Donald Trump? Ah non, c'est une vraie victoire de Donald Trump. Non, ça, faut pas croire à ça. Elle perd des voix, indiscutablement. Mais lui, il en gagne énormément. Son premier mandat est vu comme une réussite aux États-Unis? Alors, il a raconté une histoire qui est celle-là. C'est-à-dire que Joe Biden a récupéré les éléments de reconstruction des États-Unis après la crise du Covid, la perte d'emploi, etc., une inflation considérable qu'il a
peu su maîtriser, parce qu'en fait, on dit que l'inflation ralentit, mais les prix ne baissent pas. L'emploi n'est toujours pas revenu. Là, à San Francisco, 2/3 des magasins sont pas rouverts, les restaurants sont assez vides, les pôles de vie dans la ville sont limités à, Fisherman's Wharf et Union Square pour ceux qui connaissent, mais au milieu, il y a plus grand-chose. Les prix sont très élevés. Il y a beaucoup de licenciements dans la tech, parce que justement, elle est en train de créer sa nouvelle révolution à elle-même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, est très artificielle, pas très intelligente, mais elle remplace beaucoup de populations de la classe moyenne ou qui étaient plus éduquées, à qui on ne peut pas dire va te former, puisque eux, leurs emplois, ils vont être liquidés par cette nouvelle révolution. Les codeurs, par exemple. Donc, il y a une interrogation générale, mais Trump, il donne l'image, avec Elon Musk, avec toute l'équipe qui est la sienne, d'une réussite à la fois télévisuelle, médiatique et entrepreneuriale. Et en fait, c'est une génération d'entrepreneurs qui est en train de bousculer la politique américaine. Chez les républicains, où il a liquidé la vieille garde, on va dire, à part le Sénat, qui lui en résiste encore un peu, et puis chez les démocrates, qui n'ont pas compris ce qui était en train de se passer, en parlant à chaque communauté des problèmes de leur communauté, mais en ne parlant pas aux Américains des problèmes des Américains. Alors justement, là, on a un second mandat qui s'annonce quand même bien différent du premier, en tout cas avec un Donald Trump beaucoup moins isolé que lorsqu'il avait été élu et qu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Il va bénéficier d'un appareil d'État qui est complètement à sa main. Qu'est-ce que ça change dans la politique qu'il va mettre en œuvre ? D'abord, il va faire ce qu'il veut. Il ne va plus être contingenté par faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas bien de le faire comme ci ou c'est pas bien de le faire comme ça. Mais quand il dit qu'il veut renverser l'establishment, ça veut dire qu'il va faire quoi concrètement ? Ça, il l'a fait. Il ne va pas le faire. C'est la réussite de sa campagne, et on voit dans ses nominations. Il n'attend pas janvier pour nommer les membres de son cabinet. Là, normalement, vous nommez l'équipe de transition qui fait la transition. Puis en janvier, vous nommez votre équipe. Et puis il y a le processus. Il dit mon équipe, elle est déjà nommée. C'est comme ça et pas autrement. Ils ont des casseroles, ils n'ont pas de casseroles. Je n'en ai rien à faire. Et par ailleurs, je ne demanderai pas de confirmation au Sénat, puisqu'on est dans la zone entre deux, qui me permet de nommer sans confirmation. Et donc, je demande aux sénateurs et donc au Congrès, puisqu'il est désormais majoritaire de manière sûre au Sénat et au Congrès, de valider tout ce petit monde. Et voilà, il a tous les pouvoirs et il assume ce statut avec une détermination complète. Il faut bien comprendre qu'il a désormais tous les pouvoirs. Il n'y a plus de contre-pouvoirs subsistant aux États-Unis au niveau fédéral. Il y a de très nombreux contre-pouvoirs au niveau des États ou des maires de grandes villes, etc. Mais on a pu voir, par exemple, San Francisco, la maire très de gauche, très démocrate, très Kamala Harris s'est fait battre à San Francisco, qui est quand même l'espace vraiment le plus progressiste des États-Unis, par un candidat libéral-libertarien sur le retour à l'ordre et on va s'occuper de l'économie. Mais alors tous les pouvoirs entre les mains d'un homme qui souhaite mettre à bas l'État profond, pour reprendre son expression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une vague de départ, de licenciement dans l'administration ? C'est le spoil system. L'Amérique a toujours fonctionné comme ça, il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'en général, le spoil system, c'était un peu du pareil au même. Il y avait à peu près le même format de candidats. Là, beaucoup de candidats qu'ils nomment sont des candidats totalement atypiques, qui n'ont aucune connaissance véritable du fonctionnement de leur propre administration. Je veux dire, les matchs de catch d'un côté et le fait de beaucoup parler à Fox News de l'autre peuvent sans doute donner des compétences et de l'expérience, parce que c'est un business comme un autre, mais l'État, c'est l'État. Il fonctionne avec des règles étatiques. Voilà. Donc oui, il va beaucoup bousculer l'État. L'État va en sortir affaibli. Par ailleurs, c'est un État très endetté, très mal géré. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous avons inventé la bureaucratie. Les Américains me disent beaucoup, les Français ont inventé la bureaucratie. Nous l'avons beaucoup, beaucoup améliorée. Il y a là un effet de brutalisation de l'État central américain qui, effectivement, va beaucoup subir, y compris sur des sujets où il a toujours eu une vision dite très fédéraliste, c'est-à-dire il y a plein de choses que fait l'État central qu'il ne devrait pas faire. Alors il a commencé avec le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, il a dit c'est un problème des États, oui. Mais il dit la même chose pour l'éducation. Bref, il dit toute une série de choses en disant ça n'a pas à être fédéralisé, il faut revenir aux fondamentaux des fondateurs. Et les fondateurs, c'est un État qui était quand même limité à sa portion congrue. Un peu comme en France, ouais. C'est le Conseil national de la résistance qui a élargi l'État dit régalien. L'État régalien, c'était la préservation du pouvoir central, la monnaie, les frontières. Tardivement la police, parce qu'elle est arrivée qu'au XVIIIe siècle. Mais sur le fond, Donald Trump revient à une vision fondamentaliste de la construction des États-Unis,
auquel les Européens ne comprennent pas grand-chose, mais qui est pourtant le cœur de la réalité. Et il y a un autre sujet sur lequel le moindre geste de Donald Trump sera scruté de près, c'est le sujet international, la guerre en Ukraine. La Russie a tiré un missile balistique intercontinental sur la ville de Dnipro, c'est ce qu'affirme Kiev ce matin. Oui. Un Rubez, c'est un vieux missile de 2010. C'est un tournant, Non, ce qui est le tournant, c'est l'usage du vecteur, parce que c'est un missile qui est fait pour être envoyé à 6000 km, il a été envoyé à 100. Donc c'est juste un message. Mais c'est une arme qui initialement est prévue pour la dissuasion nucléaire quand même. Non. Les ICBM sont prévus pour 3 types de dissuasion. La dissuasion nucléaire, la dissuasion conventionnelle, le bactériologique et même, les Américains l'avaient mis avec un de leurs propres outils, l'envoi de satellites de secours. Quand vos satellites traditionnels sont détruits, vous envoyez des satellites militaires. En fait, le problème, c'est la portée et la distance et le poids transporté. On peut y mettre ce qu'on veut. Pour éviter de confondre un missile nucléaire avec un missile non nucléaire, il avait été décidé de réduire l'usage des ICBM pour éviter qu'on se méprenne. Là, l'ICBM, il a été envoyé à 100 km sur Dnipro, qui est vraiment la zone de conflit la plus importante de l'histoire du Donbass, ex-Dnipropetrovsk, qui est un endroit où vous avez un musée avec tous les morts depuis 2014, parce que cette guerre a 10 ans et pas 3 ans. Mais est-ce que c'est pas malgré tout une dangereuse escalade ? C'est un signal qui répond. Mais il faut comprendre que les Russes écrivent dans leur doctrine militaire depuis toujours qu'ils sont pour l'escalade en vue de la désescalade. En vue de la négociation ? En vue de la désescalade. La désescalade n'est pas toujours la négociation. Disons que les Russes se préparent à un cessez-le-feu sur la base des positions acquises telles qu'elles sont. Les meilleures seront celles qui leur convient le mieux. Il l'a dit à Kazan, le président Poutine, et il l'a répété à plusieurs reprises. On n'écoute jamais ce qu'il dit, et pourtant il le publie même en anglais, des fois qu'on ne sache pas bien lire le russe. Les choses sont totalement claires. En fait, il veut garder tout ce qu'il a, et il est prêt à s'arrêter sur la base de ce qu'il a, avec une seule zone de négociation qui est probablement la centrale nucléaire de Zaporijjia, parce que tout le monde est à peu près d'accord pour la renvoyer dans un espace normal de fonctionnement. Mais pour le reste, ce qu'il veut, c'est tout le Donbass, donc il essaye de pousser au nord, garder la Crimée, et si possible, la privatisation de la mer d'Azov. C'est exactement ce qu'il a annoncé à plusieurs reprises, il continue à l'annoncer, c'est l'annonce qu'il avait faite, et c'est l'annonce qui lui permet de dire « j'ai gagné ». Ce sont les négociations futures qui sont en train de se préparer, quand on voit par exemple que Joe Biden également... Elles ont déjà lieu, oui, mais tous les jours. Pour l'instant, en tout cas, sans grand succès. Joe Biden, de son côté, a lui aussi autorisé la semaine dernière les Ukrainiens à utiliser les missiles longue portée pour frapper le sol russe. Là aussi, on joue son va-tout côté occidental pour tenter de pousser son avantage avant cette phase de négociation avancée. D'abord, les Ukrainiens frappent déjà des bases arrières russes avec leurs propres équipements. Oui, mais l'engagement américain, ça signifie quand même quelque chose. D'abord, ils n'en ont pas beaucoup, des attaques MS. Ils ont quelques Storm Shadow, vaguement des Scalp et un peu plus d'attaques MS. Deuxièmement, tout ça, c'est de la messagerie. Il faut qu'on arrête. Donc, je t'explique qu'il faut qu'on arrête, donc j'autorise l'envoi de ça. Et il y en a un qui a été envoyé, attaque MS, il a été envoyé sur des cibles très précises, qui sont d'ailleurs validées par les Américains eux-mêmes, qui décident de là où ça peut et là où ça ne peut pas aller, ni trop loin, ni trop fort, jusqu'il faut, comme la position de Joe Biden. Oui, mais ça comporte le risque de la fuite en avant. Non, parce qu'on est toujours en retard. Contrairement à une idée répandue, nous sommes toujours en retard d'un épisode sur les Russes. Les Russes ont commencé les premiers, puis afin d'éviter l'escalade, on a dit qu'on n'allait pas répondre au niveau des Russes, donc ils ont rajouté. Puis chaque fois qu'on rattrape notre retard, les Occidentaux, les Russes disent vous êtes dans l'escalade, donc nous on rajoute une pièce dans la machine. Mais en fait, nous sommes toujours en retard. Du jour où Joe Biden a dit il va y avoir une attaque russe sur l'Ukraine. D'accord ? Et donc, allez-vous faire rien ? Nous n'enverrons pas de soldats américains ou de l'OTAN en Ukraine. Il s'est mis en retard d'un épisode qui a laissé chaque fois la priorité de la décision au président Poutine. Est-ce que les Occidentaux, selon vous, ont intérêt à montrer davantage de fermeté, encore plus de fermeté, en tout cas en prévision de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ?
Et en prévision de ces négociations. Les Européens sont mous, donc ils vont continuer à être mous. Ils sont désunis, ils se resteront désunis, et ils feront avec parce qu'ils n'ont pas d'autre option que de faire avec, sauf le jour où ils se seront décidés à créer une Europe puissance qui ne soit pas simplement une Europe du commerce et des échanges, mais une Europe ayant une souveraineté. L'Europe a décidé de ne plus avoir de souveraineté. Il reste un pôle affaibli, mais encore subsistant, qui est la France, à cause à la fois de sa situation, même si elle est très dégradée. Nous avons une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui a la chance d'avoir un peu de tout, mais beaucoup de rien, qui est présente sur tous les terrains de jeu, mais qui manque de munitions, manque d'outils, a été réduite à sa portion congrue en avions, en chars, en obus, en munitions. Bref, elle est devenue la variable d'ajustement de Bercy. On a vu encore récemment à quel point Bercy savait gérer les finances du pays, parce que quand on perd 60 milliards... C'est un autre sujet. Non, c'est exactement la même chose. Quand vous réduisez à la portion congrue une armée expliquant qu'elle ne servira plus à rien parce que la chute du mur de Berlin fait que la paix éternelle est arrivée et que le monde des bisounours était venu, et que vous vous étonnez de ne plus avoir d'armée, de ne plus avoir de munitions et de ne pas avoir les capacités ni à la haute intensité ni à la longue intensité, vous donnez des leçons au monde entier et que vous essayez de réarmer tout en ne sachant pas ce que vous avez fait de 60 milliards d'euros avec des explications assez étonnantes donnant les commissions d'enquête, vous avez un sujet de crédibilité. La crédibilité, elle permet justement la force, la puissance et surtout la capacité à résister ou à influer sur les États-Unis. Merci infiniment Alain Bauer. Je précise que ces questions, vous les abordez longuement dans votre livre. Au commencement était la guerre, c'est chez Fayard et vous étiez venu nous en parler dans Point de vue il y a quelques mois. Et je précise également ce livre que vous sortez, cette publication Dictionnaire amoureux illustré du crime, publié ces jours-ci aux éditions Plomb. C'est une réédition et c'est un livre qui est c'est le premier en illustré. Le dictionnaire est un ancien, l'illustré est un nouveau. Voilà. Merci beaucoup Alain Bauer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Point de vue. Merci pour votre éclairage. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain comme tous les jours, toujours dans Point de vue et sur le Figaro TV. Excellente après-midi à tous.